Bienvenue à tous pour cet nouvel épisode des Chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matins à 10h30, nous vous proposons deux chroniques qui ont, d'après nous, un objet d'intérêt pour l'entrepreneur. Ok, impeccable. Du coup, c'est à toi. Et c'est à moi, oui. Alors, je vais vous parler je vais vous raconter une petite histoire drôle. Euh, une petite histoire drôle, ouais. C'est comme toujours, quoi. Est-ce que c'est drôle? Est-ce qu'on sourit simplement? Hop, je vous partage ça. Où est-ce que c'est celui-là? Nickel. Alors, c'est le réverbère et l'impact du réverbère sur la décision. Donc, voilà, c'est encore un de ces titres. Il va falloir attendre jusqu'à la fin pour savoir de quoi je veux parler. Ou peut-être pas jusqu'à la fin, hein. Donc c'est une histoire drôle, comme je vous disais, ça peut faire rire un peu, mais surtout, ce qui est bien, c'est que ça nous permet de comprendre les biais qui sont en jeu et puis d'adapter sa décision. À chaque fois qu'on voit des biais, c'est bien de le regarder. Alors c'est l'histoire d'un homme qui est en train de chercher ses clés sous un lampadaire de nuit. Enfin, des clés, on ne sait pas très bien ce qu'il cherche d'ailleurs. Donc il y a un passant qui vient et il va lui expliquer ce qu'il cherche. Et le passant va passer beaucoup de temps avec lui à tenter de l'aider à trouver. Et puis bon, comme vous voyez, il n'y a quand même pas non plus des tonnes à chercher là-dedans. Donc il y a un moment, il va se retourner vers l'homme qui cherchait et il dit, mais tes clés là, c'est là que tu les as perdues? Bah, l'autre, il dit non, 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 c'est probablement pas là, mais pourquoi tu cherches là? Bah, parce que c'est là qu'il y a la lumière. Alors, ça, c'est un biais qu'on appelle exactement en anglais le biais du street light. C'est l'idée qu'on va chercher euh, sous le lampadaire ce qu'on doit chercher et non pas le chercher là où il est probable. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? Il faut comprendre essentiellement que le cerveau doit économiser de l'énergie. En effet, l'énergie qu'on produit chaque jour avec notre organisme, 25% vont au cerveau. Un quart de ce qu'on produit comme énergie sert à irriguer notre cerveau. Est-ce que vous avez une idée de la masse relative du cerveau par rapport au reste du corps? Ah, Eugénie, toi qui es une spécialiste des neurosciences, je crois que j'ai envie de dire euh, 2%, comme ça. c'est ça, 2%. 2% de la masse attire 25% de l'énergie. Alors pourquoi ça? Qu'est-ce qui génère cette consommation? Eh ben, cette consommation, en fait, c'est essentiellement lié à la nécessité pour le neurone de faire passer un signal le long de son axone. Donc, vous voyez un neurone avec les dendrites au bout, à gauche, qui sont l'endroit où elle reçoit l'information des autres neurones. Selon les dendrites qui ont été touchés et celles qui n'ont pas été touchées, ça va créer l'idée qu'on va, enfin, ça va pousser le neurone à envoyer un signal ou pas, et le signal va passer le long de l'axone que l'on voit entouré de ces petites gaines bleues. Et les gaines bleues, on va voir, c'est ça qui fait qu'on on va privilégier les neurones habituels, les neurones qui savent travailler, qu'on a fait déjà travailler aux autres. Et le message, quand il arrive de l'autre côté, eh ben, il va être
communiquer aux neurones qui sont de l'autre côté via une voie chimique. C'est des neurotransmetteurs qu'on émet au bout de ces petites antennes et qui vont être repris par les dendrites de l'autre côté. Alors pour vous résumer ça un peu simplement, vous avez des neurones qu'on n'utilise pas beaucoup en bas et qui ont une vitesse de trajet assez lente, de l'ordre de 1 mètre seconde, quand vous avez des neurones en haut qui sont des neurones qu'on utilise souvent et qui, eux, sont plutôt de l'ordre de la centaine de mètres secondes. Pourquoi est-ce qu'on a tout ça? Parce que la façon de faire passer ce message, ce petit signal électrique d'un bout à l'autre du neurone, ça se fait par le biais d'une dépolarisation. C'est-à-dire que vous avez en, en beige, là, ce que vous voyez, c'est la membrane du neurone. Et vous avez l'intérieur avec des particules bleues qui sont le potassium et l'extérieur des particules violettes qui sont le sodium. Et pour faire passer un message, pour avoir ce petit message électrique qu'on voit sur le graphe, il va falloir ouvrir des vannes qui vont faire rentrer le sodium et qui vont faire sortir le potassium. C'est ça qui va faire ce petit signal électrique. Mais après, il faut remettre les choses dans l'ordre. Il faut remettre les choses à l'endroit. Donc il faut prendre le sodium qui était à l'intérieur, et c'est la petite pompe à sodium qu'on voit sur la droite. On prend le sodium qui est à l'intérieur, on met un peu d'énergie, c'est l'ATP que vous voyez tout en bas à droite, et grâce à ça, ça donc cet ATP, en fait, c'est un ensemble de trois phosphates, et en larguant un, on a un phosphate libre, un peu d'énergie et un adésine diphosphate, ADP et non plus ATP. Et grâce à ça, la pompe va changer de conformation, va pouvoir laisser sortir le sodium et faire re-rentrer le potassium qui était dehors et retrouver sa forme initiale. Voilà. Donc ce que ça fait en direct, c'est ça. Hop. Donc le sodium, où on avait laissé rentrer, part avec de l'ATP, hop, on roule dans l'autre sens. Ça permet de faire rentrer le potassium. Ce truc-là, ça demande de l'ATP. Et l'ATP, c'est ce qu'on en produit tous les jours. Tous les jours, on va produire 60 kilos d'ATP. On va recharger 60 kilos d'ATP. Et il y en a 5 kilos qui vont servir uniquement pour le cerveau. Voilà. Alors donc plus on fait travailler un neurone et plus on va installer des gaines de myéline autour, parce que les gaines de myéline, ce qu'elles permettent, c'est de n'avoir à gérer ce sujet de pompe à sodium que à l'endroit où il y a des, euh, des connexions entre deux euh, gaines de myéline. Et c'est ça qui fait à la fois augmenter la vitesse du flux, mais réduire considérablement la consommation d'énergie pour cet usage. Ok, donc ça, c'est la raison pour laquelle ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une raison qui est à chaque fois qu'on utilise un neurone, ça consomme de l'énergie, mais ce qu'on voit là, c'est qu'il y a une raison pour laquelle le cerveau va privilégier les choses qu'on sait faire, les choses qu'on connaît bien, les choses qu'on a déjà fait de nombreuses fois, les choses qu'on est capable de faire d'une manière quasi réflexe, parce que, un, c'est plus rapide, et deux, c'est beaucoup moins consommateur d'énergie. Donc vous allez subir ce biais. Quoi que vous fassiez, vous allez subir ce biais. Vous allez préférer gérer le chantier informatique car vous êtes bon en informatique, alors que votre entreprise a besoin de chiffre d'affaires. Et vous allez venir nous parler de votre besoin d'embaucher un directeur commercial. Mais ça, c'est se dire que en fait, vous n'êtes pas bon là-dedans. Alors que nous, on sait que vous êtes un diamant avec plein de facettes.
et qui a forcément une de ses facettes qui est une facette commerciale, c'est juste qu'elle n'a pas été suffisamment polie. Donc, est-ce que s'enfermer dans une boîte et dire, moi, de toute façon, je suis bon que en informatique est une bonne solution? Ou bien, est-ce que c'est une façon de renforcer la myéline et donc de devenir de moins en moins capable de le faire ou d'être incapable d'avancer là-dedans? Donc, le sujet, c'est qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. C'est dans la petite allégorie qu'on a vue initialement, le fait qu'on préfère rester sous son lampadaire plutôt que d'aller dans l'inconnu du noir et de la nuit. Donc l'idéal, c'est d'apprendre. C'est de dire, OK, je ne sais pas, c'est pas que je suis mauvais dans les ventes, c'est que je n'ai pas appris, c'est que je ne sais pas faire. Donc on apprend, et comme on apprend, ben, on va se faire aider pour apprendre. On va prendre un consultant pour nous aider à améliorer nos techniques de vente. Et on va pratiquer, puisque c'est cette pratique qui va renforcer la gaine de myéline. Alors maintenant, on va pas faire l'inverse. C'est pas parce qu'on est mauvais dans un domaine qu'il faut forcément y aller. C'est pas parce qu'on a des domaines qu'on n'a jamais regardés qu'il est important de les développer. La raison pour laquelle c'est important, la raison pour laquelle il faut investir dans ces domaines, c'est parce que ce sont des goulets. Alors, les goulets, je vous rappelle, c'est un sujet d'Eli Goldratt, qui est un auteur de génie, qui a écrit 5 livres qui sont des romans. Le premier, Le But, explique comment un jeune cadre va redresser avec succès l'entreprise qui fait vivre la ville d'où il vient, avec l'aide d'un mentor qui est Élie Goldratt. Dans un deuxième roman, il va prendre du grade et se retrouver à gérer non pas le, non pas l'entreprise qu'il avait redressée, mais un groupe d'entreprises. Et donc, il va devoir adapter tout cet enseignement de Goldratt à la relation avec les actionnaires, à la relation avec le marché et apprendre aussi à faire passer son message dans ses équipes, donc ce que Goldratt appelle les thinking processes. Et puis le troisième livre va réfléchir à l'impact des logiciels de gestion euh, intégrés, les ERP, et à leur intérêt pour une entreprise et pour les logiciels de ERP eux-mêmes. Et puis, le quatrième livre est très important puisqu'il va maintenant passer de l'usine où on a un process continu à la gestion des projets. La gestion des projets, il y a des tas d'industries qui fonctionnent par projet, le cinéma, l'immobilier, le logiciel. C'est des entreprises où on doit mettre toute l'énergie sur la réussite d'un projet et réussir à bien le gérer fait la différence entre on est en retard, on est plus cher et on a dû arrêter des fonctionnalités, on a dû abandonner des fonctionnalités. Ça, c'est le mode classique à un mode où on est 30% plus court que les autres pour faire quelque chose n'a pas dérivé en prix et qui a bien tout ce qui était prévu initialement. Le dernier livre qu'il a écrit avant de faire un livre de dialogue avec sa fille, c'était, et là je parle de ces 5 livres parce qu'ils sont 5 romans, c'est l'adaptation de sa théorie à la distribution et au commerce. Donc là encore, très intéressant. Alors, donc, ce que nous dit Elie Goldratt, c'est que on doit se focaliser sur le goulet. Alors, quel est l'intérêt de cette compréhension du goulet? Je vous avais, dans une chronique précédente, parlé du gardien de but. Et j'avais pris l'exemple d'Alain Madelin, qui est un libéral pur jus, mais qui se retrouve ministre dans un ministère très dirigiste, qui est le ministère de l'Industrie. Et il va y rester seulement 6 mois. Et l'impression qu'il va avoir, c'est d'avoir été comme un gardien de but à qui on envoie des dizaines de ballons à la fois. Et c'est évident que on ne sait pas.
lequel de ces ballons marque. Certains sont des ballons d'entraînement, mais on n'a pas moyen de savoir. Et le but, ça vous permet, enfin le goulet, identifier le goulet, ça vous permet d'identifier quel est le ballon essentiel, quel est celui qu'il faut arrêter chaque jour. C'est un apaisement incroyable de la vie d'entrepreneur. Et le goulet, c'est le service dans l'entreprise qui, s'il tourne à 100%, permet à l'entreprise d'atteindre ce potentiel de 100%. Et ça sert à rien d'aller plus vite que lui. Et c'est très grave de le mettre en retard car il ne rattrapera pas le temps perdu. Et ce n'est que si il fait 100%, ce n'est que si il est à 100% de sa capacité, lui Goulet, qu'il peut permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs. S'il est à 80%, il ne rattrapera pas les 20% perdus, donc c'est 20% de perdus pour l'ensemble de l'entreprise. Donc c'est là qu'on doit investir, c'est sur ce goulet qu'on doit investir. Si ce goulet est dans le noir, il faut apporter de l'éclairage sur le goulet. Il faut apprendre, il faut développer cette compétence. Si elle n'est pas goulet, ce n'est pas grave. Il y a plein de compétences qui ne sont pas goulet et qu'on va laisser de côté. Donc le choix, il va être guidé par ce goulet. Donc en conclusion, euh, vous êtes un diamant. Je pense que c'est essentiel de bien s'interdire de penser et de dire que l'on est un bon là-dedans et mauvais là-dedans, qu'on est bon pour ça et mauvais pour ça. C'est une façon de se rigidifier, c'est une façon de se figer dans un rôle, dans une posture, dans une image de soi-même. On est un diamant, c'est-à-dire qu'on a des multiples facettes et qu'on regarde toujours un peu du même côté, mais si on le tourne, on va trouver des facettes à polir. Donc vous pouvez vous améliorer en vous faisant aider. C'est souvent la chose qu'on oublie. C'est souvent ce qu'on ne veut pas regarder tranquillement. On a des tas de gens qui ont un savoir-faire, qui ont développé un savoir-faire et qui vont pouvoir nous aider à prendre le bon geste, celui qu'on va pouvoir répéter de nombreuses fois, suffisamment pour que ça devienne quelque chose de facile. Suffisamment de gain de myéline pour que le cerveau fasse passer son flux facilement. Et ce que vous devez améliorer, c'est ce qui est sur le goulet. Vous investissez sur le goulet et uniquement dans ce cas. Le reste, c'est un investissement inutile. Ah, merci beaucoup. Tu les as laissés sans voix. Ouais, je vois ça. Un bon résumé de plusieurs idées très importantes pour Melchior. C'est effectivement les histoires de goulet, c'est quelque chose sur lequel c'est un des gros aspects de ce qu'on promeut auprès de nos clients, parce que ça simplifie la vie de l'entrepreneur qui a toujours l'impression d'être constamment en train de se battre avec tous les projets qu'il a à gérer en même temps. Arriver à faire le tri et à expliquer à l'ensemble de sa structure qu'est-ce qui est important est un gain de productivité essentiel. Jean-Christophe, tu dis une petite question quand même. Tu disais qu'une fois qu'on a réglé le problème du goulet, tout va bien, on est au plein potentiel de l'entreprise, mais par ailleurs, on a compris en étudiant Goldratt qu'il y a toujours un goulet, forcément. Donc quand il y en a un qui est supprimé, qui est résolu, il y en a un autre qu'on peut être tenté à son tour de faire sauter, Alors, de résoudre pour encore gagner en capacité. Et donc, c'est un jeu sans fin, qui, pourquoi pas d'ailleurs, hein. alors, c'est effectivement une question qu'on nous pose souvent, mais en fait, Goldratt, par rapport à ce qu'il a écrit dans le but, a éprouvé la nécessité de corriger la perception du goulet, parce que
pour beaucoup, c'était, et c'est d'ailleurs intéressant parce on travaillait avec un consultant qui avait travaillé avec Goldratt dans les années 80 et qui n'avait pas continué à lire et à écouter Goldratt et qui avait du coup mis en place cette notion de on identifie le goulet, on dégoulette et on cherche le nouveau goulet. Et Goldratt dit on doit surtout pas faire ça. On doit identifier le goulet, on doit l'optimiser autant qu'on peut et on doit regarder si, en l'améliorant, on arrive sur un deuxième goulet qui soit gérable. Parce qu'il y a des goulets qu'on ne peut pas gérer. Les goulets notamment qui sont chez les fournisseurs. Si le goulet, ça devient la capacité de livraison qu'ont les transporteurs, on se retrouve face à quelque chose qu'on ne va pas pouvoir gérer. On ne va pas pouvoir euh, optimiser ça puisque ça ne nous appartient pas, que c'est chez quelqu'un d'autre qui a probablement des tas d'autres contraintes que la nôtre. Donc pour Goldratt, c'est éventuellement admettre que notre goulet, c'est ça, et qu'on doit rester sur ça, mais qu'on doit essayer d'augmenter la valeur qu'on arrive à faire avec ce même goulet. Donc Ouais, on a ouais. un four qui peut faire 200 pièces en 2 heures. On va devoir se contenter de vendre 100 pièces à l'heure, quoi qu'il arrive. Donc on va se poser la question de comment ces 100 pièces rapportent le plus d'argent possible, quitte à éliminer des clients qui nous consomment des pièces passées au four, ou de leur expliquer que on va leur livrer un produit, puisqu'ils ne payent pas assez cher, un produit qui ne comporte pas cette pièce passée au four, mais qui est euh, convenable pour leur usage. Quand on prend conscience que la valeur dans notre produit, il est dans le fait que une des pièces est passée par le goulet. L'exemple est parfait, tu vois, c'est on a une pièce qui passe par le four et puis on se dit, tiens, on va rajouter une deuxième petite pièce parce que ça va faire plus joli. Et on rajoute une deuxième petite pièce qui, elle aussi, doit passer par le four. On se dit, cette deuxième petite pièce, tu sais, c'est juste 20% de produits en plus. Donc, si on augmente le prix de 30%, c'est génial. Alors qu'en fait, il faut l'augmenter de 100% puisqu'on a consommé deux pièces de four au lieu d'une. D'accord. Ça Mais change si, complètement la vision. Hmm. Mais si on prend comme postulat enfin, que c'est dans la raison d'être de l'entreprise de croître, de rechercher de la croissance, Ouais. est-ce que le levier de la croissance, c'est pas d'aller chercher quand même, quelque part, un par un, les goulets successivement? À moins, à un moment donné, si effectivement il y a un goulet qu'on ne peut pas traiter, comme tu disais, l'approvisionnement, les achats, on est bloqué, bon, bah, soit on essaie d'aller chercher ailleurs, soit à ce moment-là, c'est la diversification. Et là, effectivement, on est vraiment sur autre chose. Mais sur un Alors, produit, une chaîne donnée, est-ce que pour croître, il ne faut pas en permanence déboucher les goulets successivement? écoute, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est une des possibilités. Dégoulotter est une des possibilités. Et les autres possibilités sont améliorer la valeur qui est vendue du goulet ou trouver des produits qui restent dans notre métier, mais qui ne consomment pas de goulet ou moins de goulet. D'accord. Et, tu vois, il y a trois possibilités et on a souvent tendance à dire, mais super, maintenant je vais acheter un deuxième four et tout est réglé. Ben non, effectivement, comme tu dis, il va y avoir un deuxième goulet et il faut qu'on s'assure que ce soit un goulet qu'on est capable de mettre sous contrôle. Mettre sous contrôle, ça veut dire que on sait exactement ce qu'on va sortir et quand de ce goulet. On va pouvoir dire au client, c'est à tel jour et telle heure qu'on te livre tant. On va pas être à partir une volatilité qui va nous obliger à faire des stocks dans tous les sens pour pouvoir essayer de garantir le fait qu'on a une volatilité sur le goulet. Alors c'est là où toi, ces notions de goulet croisent parfaitement les notions de lean management et de système de production Toyota. C'est Mhm. que tout ça nécessite, en tout état de cause, un contrôle de la volatilité de ce qu'on fait. Il faut réduire la volatilité, avoir un système qui soit le plus
stable possible. Ok, merci. Mhm. Mais c'est un point très important, Mickaël. Il y a un des trucs que tu as dit que j'aime bien et c'est l'un des trucs très compliqués pour nous quand on vous accompagne, c'est de vous aider à reconcentrer effectivement là où vous pouvez, là où vous avez un domaine d'action. La tentation, on est trop éduqué à il y a un problème, il faut le résoudre et puis il faut le résoudre bien et celui-là, j'arrive pas à le croquer, etc., etc. Et de temps en temps, on est obligé de vous ramener sur, OK, est-ce que tu as un levier là-dessus? Est-ce qu'il y a une action que tu peux poser? Est-ce qu'ici, tu as les ressources pour agir? Et c'est compliqué de vous les poser parce que vous avez des problèmes plus préoccupants que d'autres. Par contre, c'est nécessaire de vous aider à rester sur les sujets qui sont ceux sur lesquels vous pouvez déclencher le plus vite ou qui sont réellement à votre portée. Et c'était intéressant que tu insistes là-dessus aussi. Merci.